Bienvenue dans la série Les experts hyper. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marjorie Véron. Tour à tour avocate, yoga thérapeute, naturopathe. Elle est aujourd'hui coach professionnel, mais aussi consultante en développement de projets indépendants et auteure, et notamment du livre qu'elle vient nous présenter aujourd'hui, L'équilibre naturel du zèbre. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette déjà 17e interview des experts hyper. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marjorie Véron. Mais d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes à haut potentiel, multipotentiel et ou hypersensibles, parce que c'est pas la même chose, à révéler leur plein potentiel. Et depuis, je dirais avril de l'année d'avant, je fais des interviews justement d'experts pour apporter un regard pluriel sur tous ces sujets. Aujourd'hui, tu es là pour parler de ton livre que j'affiche comme ça bien sur l'écran, qui s'appelle L'équilibre du zèbre ou Guide d'épanouissement intégral pour haut potentiel intellectuel et sensible. Alors, Marjorie, moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ton parcours, et je t'ai rencontrée grâce à Surdouessance Suisse, sur une journée notamment sur la santé, c'est aussi ton parcours atypique de multipotentiel. En fait, on a des points communs, c'est qu'avant de passer dans quelque chose de plus thérapeutique, on va dire, en indépendant, on a aussi une carrière avant. Moi, j'étais dans une grande entreprise qui faisait de l'agroalimentaire et toi, tu étais avocate. Et tu étais déjà indépendante, je ne sais pas, tu vas nous raconter. Après, tu es passée pro dans l'art du yoga, naturopathie. Donc d'abord, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous présentes surtout ton parcours de multipotentiel qui, je pense, peut inspirer beaucoup de hauts potentiels qui nous écoutent ici. Oui, merci Sandrine. Déjà, je suis ravie d'être avec toi pour échanger aujourd'hui sur ce sujet qui nous tient à cœur toutes les deux. Alors, pour vous resituer ceux qui écoutent et qui ne me connaissent pas, donc oui, je suis Marjorie Véron et dans cette première partie de vie, effectivement, j'ai été avocate, spécialiste en propriété intellectuelle, en particulier en droit d'auteur. Je travaille avec des artistes, des auteurs, des créateurs, des photographes. Et ça a été assez épanouissant pendant un certain nombre d'années. Et puis, il y a eu un moment, il y a eu une crise de sens professionnel. Je ne me retrouvais pas dans ce monde juridique. Ce n'est pas tellement le monde de la création qui m'embêtait, c'était plutôt le monde juridique qu'il y avait autour et les intérêts financiers qui passaient parfois avant les intérêts personnels des auteurs. Donc, j'étais indépendante à ce moment-là. J'ai mis fin à mon contrat et je suis partie avec un aller simple pour l'Inde pour pratiquer et apprendre à enseigner, ce qui m'avait permis de tenir le coup pendant tout ce temps-là, qui avait assoupli à la fois mon corps et mon esprit, le yoga. Donc, je suis restée pendant plusieurs mois sur les hauteurs de l'Himalaya, tout un parcours, un voyage un peu initiatique à la rencontre du Dalai Lama notamment, puis surtout à la rencontre de moi, de qui j'étais, de ce que j'avais envie de faire. Et puis de retour en France, j'ai commencé à donner des cours de yoga de 8h du matin à 9h du soir. Je courais partout dans Paris. J'ai frôlé le burn-out professionnel. Et là, je me suis intéressée à la santé au naturel. Donc, l'alimentation, les plantes, les huiles essentielles, et puis tout ce qui est hygiène de vie et qui se résume sous le titre de naturopathie. Donc, j'ai combiné yoga et naturopathie pendant un temps pour accompagner les personnes qui venaient me voir. Et puis, j'ai découvert sur le chemin le monde des émotions et mon potentiel intellectuel. Et là, c'est ouvert à moi tout un nouveau monde de possibles et de quête de sens, de compréhension de soi. Et de fil en aiguille, je suis revenue vers une voie plus du milieu, d'avocate à prof de yoga. C'était un peu extrême, et la voie du milieu, je l'ai trouvée en revenant travailler auprès des indépendants, en particulier ceux qui sont à haut potentiel intellectuel, les hypersensibles aussi, pour les accompagner dans la construction de leur projet, de leur carrière professionnelle, quelque chose qui a du sens pour eux et qui contribue aussi au développement collectif. Voilà comment j'en suis arrivée là. Et comme j'aime bien le faire à chaque fois que je tourne une page importante de vie, j'écris un livre. J'avais écrit le droit d'auteur pour les écrivains en fin de carrière d'avocat. Et pour tourner la page de cette phase prof de yoga naturopathe que j'utilise beaucoup pour moi, un peu moins pour mes clients aujourd'hui.
j'ai voulu poser dans ce livre tous les liens que j'avais faits entre les différentes matières que j'avais pu étudier, explorer par moi-même et puis explorer avec mes clients. Donc, c'est comme ça qu'est né l'équilibre naturel du zèbre. Oui, et tu parles d'Inde aussi. Moi, c'est pour marquer ma transition. Je suis partie aussi un mois en Inde pour me restaurer et bien commencer cette nouvelle vie d'indépendante. Et c'est là aussi où j'ai un petit peu voilà, découvert l'Ayurveda. On faisait du yoga toute la journée. Ça m'a beaucoup intriguée quand j'ai lu ton livre parce que j'ai retrouvé aussi euh, voilà, tous les éléments de parcours de ma vie professionnelle. Tu parles beaucoup d'inconscient, donc d'hypnose, tu parles beaucoup de corps, etc. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était très complet. Et donc, ce livre, en fait, il s'adresse à qui? Est-ce que c'est que les hauts potentiels? Est-ce que d'autres personnes peuvent être intéressées? Alors, ce livre, en réalité, il s'adresse à tout le monde. Ce que je partage là, ce sont des choses qui sont universelles sur la base des 4 éléments, comme tu l'as dit. Donc qui est les 4 éléments qu'on retrouve partout dans la nature et qu'on peut, par métaphore, regrouper, relier, pardon, à certains aspects de l'être humain. Donc c'est valable pour tout le monde. Maintenant, j'y ai mis un focus particulier pour qu'il soit particulièrement utile pour toutes ces personnes qui ont une hyperactivité au niveau cérébral, parfois plus dans la zone intellectuelle, parfois plus dans la zone sensitive et émotionnelle. Donc voilà, il est écrit pour eux avant tout, mais tout le monde y trouvera des choses qui leur parleront, j'espère. Donc, a priori, pour des gens qui se sentiraient aussi peut-être déséquilibrés par rapport au potentiel ou hypersensibilité, en décalage, et qui auraient aussi envie de retrouver une espèce d'harmonie, une régulation par rapport à tout ça, j'imagine aussi. Exactement. Toutes les personnes qui sont en quête d'un épanouissement qui va au-delà de la simple survie matérielle et physique, Mhm. qui voudraient avoir une vie qui a plus de sens, où les éléments sont équilibrés, l'activité intellectuelle, l'activité émotionnelle, l'activité corporelle, tout ça est uni et équilibré. On navigue entre ces différents espaces parce que l'équilibre, c'est pas un instant T et hop, ça bouge plus. C'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Donc voilà, comment trouver son équilibre, comment naviguer à travers les aléas et les vagues que la vie nous envoie régulièrement. Oui, tu le dis très bien. D'ailleurs, c'est une démarche intégrale, voire je dirais même holistique, où tu combines plein de choses. Donc, la psychologie des profondeurs, ça j'aime beaucoup. Ça me fait penser aussi à l'inconscient. Tout ce qui est psychocorporel, communication non violente, donc dans le verbal aussi, mais aussi, on va voir, il y a plein de choses sur la médecine naturelle, que ce soit des plantes ou des huiles essentielles. Donc ça, c'est vraiment l'aspect intégral. Et puis, il y a aussi un bonus pour aller plus loin. Ça, c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé dans le livre qu'on peut télécharger si on veut continuer à pratiquer sur le sujet. Et évidemment, j'imagine que la base de tout ça, c'est pas seulement de le lire, c'est de l'intégrer, de l'incarner et de pratiquer toutes les choses que tu fais. Parce que je sais aussi moi, je sais que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir. On parle de la cohérence cardiaque et puis je me rends compte que plusieurs séances après, c'est pas pratiqué, c'est pas mis en place et que ça sert à rien. En fait, tout ça, c'est à appliquer au quotidien et j'imagine essayer d'avoir une discipline par rapport à tout ça, ce qui est finalement le plus dur. Exactement. Exactement. L'idée, c'est comme dans tous les livres qui partagent des conseils, si ces conseils ne sont pas mis en application, ça ne sert pas à grand-chose. Ce que je propose, ça ne se veut pas être une injonction à faire toute une liste de choses, mais des propositions. Et puis, chacun peut y piocher un peu ce qui lui parle dans le moment. Et puis, parfois, il y a des choses qui ne nous parlent pas aujourd'hui, qui nous parleront demain. Mais une chose est sûre, c'est que si on ne choisit pas au moins un sujet et qu'on ne décide pas de le mettre en pratique pendant quelques temps, la lecture du livre ne va pas être très utile, parce que ce n'est pas un livre descriptif sur la connaissance de soi. C'est vraiment un livre de mise en pratique, d'introspection et d'exercice. Donc, s'ils ne sont pas mis en pratique, on aura juste quelques connaissances de plus, mais qui ne serviront pas à grand-chose. Et d'ailleurs, j'aime bien ton équation. Un peu plus souvent égale beaucoup. Et c'est un petit peu ce que ça veut dire, hein. C'est la pratique régulière et répétée qui fait l'effet cumulé et qui fait le bénéfice. Et Marjorie, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur ta définition, par exemple, du haut potentiel ou d'hypersensibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de courants, il y a plein de débats, plein de personnes, même qui se battent à propos des définitions du haut potentiel et de l'hypersensibilité.
Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ton livre, ouais, c'est ta définition à toi et surtout eh bien, la réalité neurophysiologique dont tu parles qui va influencer finalement tout ton livre. Exactement. Alors oui, des débats sur les hauts potentiels intellectuels, sensibles, hypersensibles, zèbres, multipotentiels, atypiques, etc. Il y a plein de surnoms pour nommer des catégories qui sont plus ou moins bien définies. Aujourd'hui, la seule chose sur laquelle on s'accorde, c'est haut potentiel intellectuel égale des résultats au test de QI supérieur à 130. On nuance ça parce qu'on voit qu'il y a des résultats qui sont parfois homogènes et donc tout est au-dessus de 130, parfois hétérogènes. Il y a des grands écarts entre les différents items du test. C'est des résultats qui, à une époque, étaient interprétés comme n'étant pas de la douance. Aujourd'hui, on nuance tout ça en disant qu'il y a des zones de douance. Moi, mon rôle, c'est pas de rentrer dans le débat pour savoir qui est, qui n'est pas. Je suis pas là pour poser des étiquettes. Moi, je suis là pour accompagner des individus, des êtres humains avec leurs spécificités. Donc, je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour la pratique de ce livre. Hein. Peut-être qu'il est nécessaire dans l'absolu d'avoir des définitions qui sont claires. Mais pour moi, ce qui est important surtout, c'est de savoir qu'on a envie de prendre soin de soi, qu'on a envie de s'épanouir. Et ça, peu importe l'étiquette qu'on a, il y a toujours des moyens. Donc, ce qui est important pour ce livre et la raison pour laquelle je l'ai écrit comme ça, c'est effectivement ce dont tu parles, cette spécificité neurobiologique des HPI qu'on voit à l'IRM et qui montre qu'il y a effectivement une structure qui est différente. Il y a des endroits au niveau du cerveau où on trouve des gaines de myéline qui sont plus épaisses, donc une conduction de l'info nerveuse qui est plus importante. C'est pour ça que je parle parfois de haut débit cérébral. On voit qu'il y a des zones où les neurones sont organisés un peu différemment, ils sont plus nombreux. Donc vraiment, le cerveau au potentiel intellectuel, il est optimisé aussi pour son fonctionnement, pour traiter plus d'informations et plus rapidement. On fait un parallèle avec les hypersensibles, bien qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de preuve scientifique que le haut potentiel intellectuel appelle l'hypersensibilité et vice-versa. On voit quand même qu'il y a chez certaines personnes l'amygdale, donc le cerveau émotionnel, qui est plus réactif, plus sensible. Ce qui amène Pascal Michelon, notamment, qui est docteur en neurosciences, qui s'est beaucoup penché sur la question, qui l'amène à conclure qu'en réalité, c'est plutôt un spectre comme le spectre de la lumière, où on passe d'une couleur à l'autre, pas une échelle, mais vraiment un spectre, où certains vont se retrouver avec une activité plus importante dans telle ou telle zone du cerveau, ce qui fait qu'on a un peu du mal aussi à vraiment appréhender ce haut potentiel, parce que finalement, chaque individu est différent, et c'est ça qui moi, m'intéresse en tout cas. Oui, ça se rapproche aussi de la théorie des intelligences multiples où on se rend compte que chaque haut potentiel n'a pas forcément non plus le même domaine, entre guillemets, d'intelligence et de compétences. Certains vont être plus dans la logique mathématique, d'autres plus dans l'intelligence même de la nature, etc. Oui, c'est un spectre en fait d'intelligence aussi, je pense, derrière. Donc, j'aime beaucoup cette idée d'activité électrique, comme tu dis, plus intense, de cerveau à haut débit. Et on va voir que tu as plein de solutions justement pour réguler ce haut débit. Intéressant aussi, tu parles des hormones. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment la testostérone? Oui, alors on n'a pas de certitude encore, mais il apparaîtrait que le haut potentiel serait héréditaire déjà et se déclencherait par une plus haute dose de testostérone chez l'embryon. Alors moi, je ne suis pas biologiste, tout ça, je ne le maîtrise pas à fond, mais en tout cas, voilà, qui expliquerait un développement plus important à certains endroits. Pour l'instant, c'est une hypothèse, elle a été émise par 2 ou 3 scientifiques, mais elle est loin d'être complètement vérifiée. Okay. Donc voilà, pour l'instant, on sait ça. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, et ça, c'est vraiment prouvé, c'est cette hyperactivité cérébrale et qui a vraiment été le fil conducteur que j'ai tiré par rapport au yoga, la naturopathie, ce que je connaissais de la physiologie humaine et quelle incidence cette structure et ce fonctionnement particulier avait sur la personne qui peut l'exprimer dans plein de domaines différents parce que ça reste un être humain avec ses spécificités. D'accord. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et ça, je trouve que ça se rapproche aussi beaucoup de mes postulats en hypnose, c'est qu'on a différentes parts en nous. On n'est pas qu'un, on n'est pas qu'une. On est vraiment une multiplicité. Et là, notamment, tu parles de 2 parts différentes.
une qui serait plutôt dans la survie et une qui veut plutôt s'épanouir, mais ce n'est pas forcément les mêmes motivations. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et aussi d'où ça vient? Ouais. Alors, cette idée qu'on est constitué de multiples facettes, un peu comme une boule à facettes ou multiples parts, ça vient de la psychologie, hein, qui reconnaît qu'on est. C'est pas évident de savoir qui on est, d'avoir une seule identité, parce qu'en réalité, ben voilà, on est constitué de ces multiples facettes. Et pour simplifier, synthétiser dans le cadre du livre, ben voilà, il y a ces facettes qui cherchent plutôt à nous faire survivre, à maintenir l'homéostasie, l'état des choses telles qu'elles sont, parce qu'il y a un danger à changer pour le cerveau. Et puis toutes ces parts qui, elles, veulent s'épanouir, devenir qui elles sont, si on utilise des mots de développement personnel, qui veulent évoluer, qui veulent changer et qui sont, elles aussi, prises dans le mouvement de la vie, puisque le changement est permanent. Et donc, il y a ces deux parts qui elles-mêmes en comportent plusieurs, mais qui sont globalement les deux parts en opposition dans le sens, pas qu'il y en ait une qui est bien et une qui est mal, parce qu'on a besoin des deux, mais en opposition dans le sens où elles ne nous emmènent pas du tout dans la même direction. Donc, comment composer avec ces deux éléments qui sont aussi importants l'un que l'autre pour s'épanouir tout en restant en vie, quoi. Et c'est vraiment l'objet du livre. Et puis, tu nous dis aussi, bah, voilà, il y a beaucoup de hauts potentiels et ZEP qui sont heureux et qui ne sont même pas diagnostiqués. Par contre, pour ceux qui se sentent un petit peu moins heureux, tu dis, avec une jolie métaphore, qu'il y a sûrement un programme interne à rebooter, un logiciel interne qui ne fonctionne peut-être pas, d'où l'intérêt de retrouver un équilibre peut-être perdu. Et tu nous parles à ce moment-là, justement, de ces 4 éléments sur lequel on peut jouer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément? Bien sûr, avec plaisir. Oui, déjà, effectivement, il y a beaucoup de hauts potentiels qui sont heureux et dont on ne parle pas, parce que il y a beaucoup de littérature sur le sujet, mais avec un gros biais de sélection. Les premiers à avoir écrit sur le sujet, c'est les psychologues. Et les psychologues, les hauts potentiels qu'ils voient sont des hauts potentiels qui ne vont pas bien. Quand on va bien, on ne va pas chez le psy. Donc voilà, il y avait ce biais de sélection qui fait qu'on a d'abord parlé des hauts potentiels qui ne vont pas bien. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas du tout ni une majorité ni un absolu. Donc, la majorité des hauts potentiels vont bien. Par contre, ce qui les caractérise vraiment, c'est cette intensité. C'est ça qu'on va retrouver partout. J'aime bien dire qu'on va avoir tendance à dire qu'ils sont trop sensibles, trop cash, trop idéalistes, etc. Ils ne sont pas trop, ils sont très. Il y a cette intensité vraiment qui est là et qu'on retrouve partout. Et du coup, cette intensité, elle se retrouve au niveau des 4 éléments. Ce n'est pas une petite brise qu'ils ont au niveau de l'énergie intellectuelle et de l'élément air. C'est parfois des grands vents, des grands Mistral, moi qui habite dans le sud. Au niveau de l'élément eau, des émotions, c'est la même chose. Ça peut être un petit fleuve tranquille, mais il y a des moments où ça peut être des véritables tsunamis. Et ça va être la même chose pour chacun des éléments que j'ai utilisés comme une métaphore pour parler d'un sujet spécifique de l'être humain et en particulier adapté au potentiel intellectuel et aux hypersensibles aussi, parce que étant concernée par les deux et rencontrant pas mal de personnes concernées par les deux, j'ai eu envie de parler des deux en même temps, aussi pour une raison qui peut intéresser certaines femmes qui regardent ta chaîne, c'est que j'ai constaté que les hommes avaient pas vraiment de problème à se reconnaître au potentiel intellectuel, mais que surtout, ils n'étaient pas hypersensibles. Alors que j'ai beaucoup de femmes qui sont venues me voir en me disant « Oui, alors bon, hypersensible, je me reconnais. Au potentiel intellectuel, non, je ne suis pas sûre. » Donc, je me suis dit, en mêlant les deux, même si scientifiquement, il n'y a pas de preuve que l'un soit lié à l'autre, je vais arriver à toucher des gens qui refusaient, pour des raisons probablement sociétales et culturelles, de s'identifier à une catégorie et leur faire prendre conscience que oui, peut-être éventuellement, elles pourraient être concernées. Donc, je suis ravie d'entendre ça parce que c'est effectivement le parti pris que j'ai pris sur la chaîne. Et je pense que c'est bien de respécifier pour les gens que oui, c'est hypersensibilité au potentiel. Ce sont 2 choses différentes, mais qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui consultent et c'est là aussi où il y a un biais pour ces sujets-là, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Donc... Alors, moi, ce que je te propose, c'est sans tout révéler, évidemment, et donner aux gens envie d'aller acheter et lire ton livre. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour chacun des éléments? Et puis, on verra aussi qu'il n'y a pas forcément que 4 éléments,
il y en a un cinquième, le cinquième élément, le fameux. Si vous pouvez nous dire à chaque fois, en fait, un petit résumé de ces éléments, quelle est la question sous-jacente derrière, et puis peut-être donner quelques pistes d'exercices dont tu parles dans ton livre. Il y a plein de petits espaces pour écrire aussi dans le livre, prendre des notes. Donc, c'est vraiment du pratico-pratique, et moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment cette mise en application. Ok. Oui, alors déjà pour chaque élément, il y a plein de mises en application différentes. J'ai eu envie de varier les exercices pour toucher aussi différentes parts de nous, les affinités des uns et des autres, ceux qui sont plus dans la réflexion, introspection, ceux qui sont plus dans la mise en pratique concrète, ceux qui ont envie de plus laisser partir l'imaginaire, aller travailler pour eux. Donc, à travers ces 4 éléments, on va retrouver un peu ces différentes façons de parler. Et j'ai commencé par l'élément R qui représente l'activité intellectuelle, mentale, évidemment avec le haut potentiel intellectuel et ce haut débit électrique. Donc dans cette partie, je parle beaucoup du système nerveux parce que c'est par là que je suis arrivée au haut potentiel aussi. Comment gérer son système nerveux quand il a tendance à s'emballer. Et j'utilise pour ça la théorie polyvagale qui permet de détecter 3 états et de commencer à rentrer dans l'espace du corps aussi avec l'interoception, prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur pour savoir dans quel état est le système nerveux. Et à savoir dans quel état est le système nerveux, ça nous permet de savoir s'il a besoin d'être régulé. Et donc, l'intérêt de cette partie, c'est aussi de donner beaucoup d'éléments pour apprendre à réguler le système nerveux. Alors évidemment, en tant que prof de yoga, la respiration, on n'y coupe pas parce que c'est quand même le seul élément physiologique sur lequel on peut agir, qui se fait sans qu'on y pense, mais sur lequel on peut reprendre le contrôle au moins pendant un temps. Et en régulant la respiration, on arrive à réguler un peu cet espace du système nerveux. J'ai plein d'autres propositions à ce sujet. Je n'ai pas envie de les détailler toutes ici parce que ça n'a pas vraiment un intérêt. Mais ça va des huiles essentielles aux plantes adaptogènes, en passant par tout ce qui est mouvement, tout ce qui peut être touché, thérapeutique aussi, particulièrement précieux. Je détaille ça et j'explique pourquoi ça marche surtout. Et puis, comme chaque partie, elle est constituée en 2 sous-parties. Une pour parler à la part qui veut survivre, donc là c'est le système nerveux, et une pour parler à la part qui veut s'épanouir si on veut aller plus loin. Une fois qu'on est maintenu en état de survie, que la survie est assurée, on peut commencer à aller plus loin. Et là pour cet élément R, il s'agit vraiment d'aller voir notre système de pensée, notre façon de penser, pour progressivement la rééduquer, parce que on se rend assez rapidement compte quand on est dans l'accompagnement de l'humain que la majorité des problématiques viennent de la manière dont on a construit une réalité, dont on se construit, on se raconte sa propre histoire. Et voilà. Et donc là, je partage plein de petits trucs et astuces pour réorganiser son discours, pour qu'il devienne moins contraignant, pour redevenir vraiment l'acteur des actions qu'on choisit de poser et qu'on ne soit plus guidé par cette petite voix dans la tête qui vient, on ne sait plus trop où finalement. Souvent la voix des gens qui nous ont éduqués, qu'on a internalisés. Donc voilà, pour rééduquer son système de pensée et transformer progressivement les croyances qui nous empêchent d'avancer dans la direction qui a du sens pour nous. C'est l'objet de toute cette première partie. Et pour moi, c'est vraiment une clé fondamentale pour le potentiel. S'il y a un truc à retenir, clairement, c'est cet élément R, en tout cas pour ceux qui ont vraiment cette grande intensité. Le vélo dans la tête, qui cherche le bouton off. Voilà, on parle de tout ça dans cette partie. Oui, et ça relie ce que je disais tout à l'heure sur la redescente dans le corps. Tu y parles beaucoup de danse aussi, de mouvement finalement. Et je trouve que le mouvement, c'est ce qu'il y a de génial quand on est trop dans ses pensées. Parfois, il suffit de se lever, de faire un geste, un mouvement. Là, tout à l'heure, il y avait un truc qui m'embêtait avant de commencer cette interview. Et du coup, j'ai été danser 2-3 minutes, j'ai bougé dans tous les sens, j'ai levé les bras, j'ai commencé à sourire, alors que c'était quelque chose qui m'avait plutôt peiné avant et ça a changé totalement. Voilà, le petit vélo s'est arrêté et les zygomatiques se sont mis en place et c'était fini. C'est ça qui est génial avec l'être humain que nous sommes, c'est qu'il n'en faut pas grand-chose pour basculer. Par contre, il faut se mettre en mouvement, il faut se mettre en action. Et ça, c'est finalement le plus difficile, trouver l'élan pour y aller. Mais une fois qu'on est parti, ça peut aller, on peut shifter, changer l'état d'esprit assez rapidement. Et effectivement, la clé, c'est de passer par le corps. Donc ça, c'est le deuxième élément.
que je traite, apprivoiser le corps. Il s'agit là de vraiment de parler de l'énergie corporelle, de la matière, de la densité, de tout ce qui est concret. Donc, dans un premier temps, je parle de l'alimentation pour le haut potentiel parce que ça a été mon sujet d'étude pendant toutes mes années de naturopathie, vraiment de voir en quoi l'alimentation pouvait avoir une incidence sur le haut potentiel électrique et surtout sur ce fameux système nerveux à haut débit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le nourrir? Je parle également du sommeil parce qu'on a des études qui montrent que le sommeil chez les hauts potentiels est un peu particulier avec des phases de sommeil paradoxales qui sont plus longues. Donc, c'est dans ces phases-là qu'on apprend, qu'on mémorise. Donc, ça explique aussi cette grande capacité d'apprentissage des hauts potentiels. En même temps, pendant cette phase-là, il n'y a pas de sérotonine qui est sécrétée. Et la sérotonine, c'est un peu l'hormone qui est le frein, la pédale de frein du système nerveux. Donc, ça explique aussi qu'on ait ce système nerveux qui puisse être un petit peu agité. Donc, je parle de tout ça. Je parle des hormones aussi dans une autre partie pour bien comprendre quelles sont celles qui sont en jeu. Et surtout, je parle de l'influence de la posture sur l'état d'esprit, comment la manière dont on se tient a une incidence sur nos pensées. Rien que le simple fait de se redresser, là, je parle du centimètre, par exemple. Hop, je prends un centimètre. D'un coup, les pensées s'organisent un peu différemment. On ne saurait pas forcément comment... expliquer encore tout ça réellement, mais il y a une véritable incidence. Si on se tient avachi pendant des heures, il y a des chances pour qu'à la fin de la journée, les pensées soient un peu plus lourdes, parfois plus moroses. Donc, je parle vraiment de l'influence de cette posture du corps et de tous les fascias qui sont à l'intérieur du corps. Ça, c'est mon passé de prof de yoga qui vient parler de ça. Ces fascias, c'est tous les tissus conjonctifs qui viennent entourer les organes, les muscles, les os. Ils sont un peu partout. Et on les a longtemps ignorés. C'est un peu la matière qu'on enlevait quand on faisait des dissections à l'époque. On découpait autour de l'organe, on avait un bel organe, et puis tout ce qui était autour, on le jetait en disant ça sert à rien. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est une matière qui est extrêmement innervée. Donc, en fait, c'est toute la continuité du système nerveux. Le système nerveux, il ne se trouve pas que dans la tête, il est absolument partout dans le corps. Donc, bouger le corps, ça va faire bouger le système nerveux. Donc, nécessairement, ça va avoir une influence la manière dont on pense, dont on agit, dont on se comporte. Et ça, c'est voilà, pour toute cette partie survie. Et pour la partie qui veut s'épanouir, et là, il y a vraiment des clés fondamentales sur la reconnexion aux sensations. Qu'est-ce que je sens dans mon corps, ici, maintenant? Ça permet de redescendre de la tête au corps, de l'élément air à l'élément terre. C'est vraiment les deux éléments qui s'équilibrent assez naturellement. Se reconnecter à ces sensations. Qu'est-ce que je sens ici, maintenant? Est-ce que mon corps a envie de bouger? Comme tu disais tout à l'heure, voilà, il y a un truc qui me chagrine. Rien que le fait de bouger, ça va libérer un peu ce qui a pu s'engrammer, s'enquister. Il y a plein de mots différents pour le dire. Il n'y en a aucun très joli, je trouve. Cristallisé, j'aime bien. En tout cas, voilà, ça se fige quelque part et le mouvement, c'est la vie. C'est un des principes essentiels de ce livre. Et à partir du moment où on se met en mouvement, les choses bougent. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître comme ça, mais en tout cas, elles vont continuer leur chemin. Et c'est ça qui me paraît important. Donc, voilà ce que je raconte en substance sur l'élémentaire. Ça va un peu plus loin sur la libération des sensations, des émotions coincées. Mais pour l'essentiel, c'est vraiment ça, se reconnecter aux sensations dans le corps. Et ce que j'aime bien, c'est qu'avec l'auteur, on a pris le soin de faire un peu des endroits avec des nuages de mots pour arriver à nuancer le vocabulaire qu'on peut avoir par rapport à nos sensations. Parce que quand on n'a pas appris à mettre des mots, à affiner ses perceptions, ça peut être utile d'avoir des suggestions de mots. Donc voilà, je trouve que c'est assez visuel, on peut piocher, dire c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Et puis à force de le faire, on finit par identifier et mettre soi-même des mots avec toute la richesse de vocabulaire du haut potentiel. En plus, ça peut être assez sympa de s'amuser à mettre des mots précis sur ce qu'on ressent à partir du moment où on le fait depuis l'espace où on ressent, et pas depuis la tête. Voilà pour cet élémentaire. Super. Ça fait aussi bien le pont avec les émotions, puisque finalement, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui viennent, finalement, des fois, je me rends compte dans certaines séances, on fait une rééducation
de choses qu'on a déjà à l'intérieur de nous. On ne sait juste pas qu'on a une palette énorme de sensations et d'émotions. Et du coup, il suffit parfois de se redire, mais qu'est-ce que je ressens? Et parfois, c'est très dur pour certaines personnes qui sont déconnectées de leurs affects. Ouais, c'est très dur et c'est pour ça que j'ai placé l'élément R avant les émotions, avant de qu'est-ce que je ressens, il y a qu'est-ce que je sens. Voilà. Et parce que parfois, qu'est-ce que je ressens, c'est pas évident. Non. On a tendance à dire ça va. Voilà, c'est quand même ça va, c'est pas ouais, c'est super et c'est pas la déprime totale, donc on ne sait pas trop où on se situe sur ce spectre. Donc voilà, nuancer son vocabulaire émotionnel, pour moi, c'est travailler son intelligence émotionnelle. Et donc, c'est travailler l'élément en haut, celui des émotions. Et l'objet de cette partie-là, c'est déjà dans un premier temps de comprendre ce que c'est qu'une émotion, comprendre ce que c'est que l'hypersensibilité. Elle ne se situe pas qu'au niveau émotionnel, elle peut se situer au niveau sensoriel aussi. Donc, qu'est-ce que c'est une émotion? À quoi ça sert? Comprendre que c'est vraiment l'indicateur de nos besoins. Une émotion qui est agréable à vivre, c'est le signe que nos besoins sont satisfaits. Une émotion qui est moins agréable à vivre, c'est le signe qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc là encore, dans le livre, il y a pas mal d'éléments qui permettent visuellement de comprendre tout ça, d'identifier précisément ce qu'on est en train de vivre pour aller chercher à quel besoin on peut le lier et apprendre à satisfaire ses besoins, apprendre qu'il y a 1000 façons de satisfaire un besoin, que ça ne dépend pas d'une personne, d'un moment ou d'un lieu. Et voilà, pour comprendre quoi faire de ces émotions qui peuvent être parfois assez envahissantes, comprendre que c'est des vagues hormonales contre lesquelles on ne peut pas lutter, qu'on a juste à laisser passer. Et par contre, important de comprendre qu'elles sont porteuses d'un message et d'aller écouter le message qu'il peut y avoir derrière. Oui, parce que parfois, on voit beaucoup de personnes, effectivement, qui voudraient les effacer ou qui viennent pour dire « je ne voudrais pas ressentir de la colère ou de la tristesse ». Mais en fait, si on comprend très vite que c'est un messager, c'est beaucoup plus confortable et qu'en fait, il y a un cycle et que l'accueillir et déjà le traverser, c'est déjà la moitié du chemin de fait et qu'après, ça peut se transformer en quelque chose de magnifique. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est une forme de rééducation. Parfois, on n'a jamais entendu ce genre de choses et il suffit qu'on nous le dise pour que ça aille très vite dans notre tête et que ça devienne après un réflexe. C'est ça. C'est une forme de rééducation, voire même d'éducation, dans le sens où on n'a pas forcément été élevé dans un environnement qui valorisait l'accueil des émotions. Au contraire, on a souvent dit les petites filles, ça se met pas en colère, les garçons, ça pleure pas. Et tout ça, ça crée des zones d'ombre émotionnelle dont je parle dans le livre aussi. Tous ces états d'être qu'on ne s'autorise pas à vivre parce qu'on nous a interdit à un moment plus ou moins directement de les vivre et qui font qu'on se retrouve coincé dans… moi, j'aime bien comparer les émotions à l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que pour se sentir vivant, il faut accéder à toute la palette des émotions. En se coupant d'une émotion, on se coupe quasiment de toutes les autres. Donc, si on veut vivre des moments de joie, il faut accepter de vivre des moments de tristesse aussi. Ça fait partie de ce qu'on est, d'être un être humain avant tout. Donc, c'est pour ça que je donne aussi pas mal d'éléments pour apaiser les émotions grâce aux huiles essentielles aussi, quand elles peuvent être un peu trop fortes à vivre. Ça permet de rentrer plus facilement dans la phase d'introspection par rapport aux besoins. Et puis que je parle beaucoup aussi aux femmes de l'influence de leurs hormones sur les émotions qui peuvent les traverser tout au long de leur cycle menstruel. Parce que… comme je le disais en introduction, un être humain, il est constitué de multiples facettes. Et en plus, quand on est une femme, on peut être sûr qu'il y en a au moins 4 qui vont nous traverser au cours du mois, qu'on va connaître ces différentes phases. Et j'ai découvert ça, moi, ça fait 7-8 ans. Et quand j'ai découvert ça, ça a vraiment changé le rapport que j'avais avec mes émotions et mes règles aussi. De me rendre compte qu'il y a vraiment ces différentes phases que je traverse et c'est vachement apaisant aussi dans la phase juste avant les règles, la phase prémenstruelle, quand en général il y a les idées noires qui arrivent, les émotions, la sensibilité à fleur de peau, de me dire ok, c'est pas grave, c'est juste mes hormones, c'est cette période, ça va passer, ça ira mieux plus tard. Ça n'empêche qu'il y a des émotions et qu'il y a des choses à traiter, mais leur intensité toute particulière, je sais d'où elle vient aussi et ça, rien que ça, c'est apaisant en soi. Absolument. Et effectivement, j'appelle c'est ça un peu les 4 saisons.
de la femme, sauf qu'elles reviennent souvent tous les mois. Et je trouve ça hyper intéressant aussi depuis que je suis entrepreneur, le fait de les vivre beaucoup plus à fond. Parce que finalement, avant, il y avait un rythme métro, boulot, dodo, un petit peu 9h, 17h. Là, finalement, j'ai appris à vivre avec ça, à écouter mon biorhythme, à m'écouter toute la journée, à m'écouter tout le mois. Effectivement, ça fait aussi 3-4 ans que je me suis rendu compte de ces cycles. Même sous pilule ou autre, je pense qu'on peut les ressentir quand même. Il y a peut-être une petite légère différence, mais effectivement, c'est super important de se dire, mais à ces moments-là aussi, comment, si je suis entrepreneur ou autre, je peux mettre à profit mon travail. Et voilà, quand il y a des périodes où ma tête est plus dans une créativité folle, est-ce que je peux mettre en place certains programmes? Lorsque je suis en phase de repos ou justement d'émotions intenses, est-ce que je peux m'organiser une semaine plus calme? Et donc, j'ai vraiment appris à faire avec ça sans me flageller. Génial. Génial. Et oui, parce qu'on vit dans une société, encore une fois, où on nous apprend à fonctionner de manière linéaire. On devrait progresser, on continue et être un peu toujours égal à nous-mêmes. Et quand on est une femme, c'est pas possible. Et quand on est entrepreneur, c'est un vrai cadeau de tenir compte de ces cycles menstruels. Comme tu disais, des phases où la créativité est plus là. Il y a des phases où on est beaucoup plus sociable, on a plus de facilité à aller parler aux autres. Et puis, il y a des phases où on a vraiment envie d'être dans sa bulle, de tout remettre à plat. Et c'est finalement les cycles naturels. On parle des 4 saisons de la femme, mais c'est pas pour rien parce que c'est aussi le cycle de création, c'est le cycle de la vie. De la lune, de la nature. C'est ça partout dans la nature. Et si on l'applique à un projet entrepreneurial, c'est l'occasion de passer par ces 4 phases naturelles de création, de vie, de mort au cours du mois. Donc, du coup, on a l'air de tourner en rond, mais on ne tourne pas en rond, on avance, mais avec les cycles naturels. Donc, on avance d'une manière, ça. Et voilà, comme une spirale. Et ça, c'est un mouvement naturel. Il n'y a rien dans la vie qui est linéaire et qui avance comme ça. Tout ce qui est vivant, ça avance plutôt autour de la spirale. Donc, se servir de ça dans le cadre de son activité indépendante, c'est un vrai cadeau à se faire. Et comme tu le disais, qu'on soit sous pilule ou pas, on peut le ressentir, alors avec plus ou moins d'intensité. Et même après la ménopause, ça continue parce que le corps de la femme est tellement programmé pour fonctionner comme ça que même après, on continue à ressentir ces effets-là. Donc oui, au niveau des émotions et au niveau de l'activité intellectuelle, ces hormones vont vraiment avoir un rôle. Et c'est ce que je détaille, entre autres, dans cette partie sur l'élément eau. Super. Et juste pour finir sur cet élément eau, donc il y a une dernière partie sur la part qui veut s'épanouir. Et là, je rentre vraiment dans l'exploration de ce que c'est que l'ombre. Alors là, c'est des visions un peu jungiennes, psychanalytiques des choses. Mais qui me paraissent nécessaires, c'est-à-dire, comme on disait, on est un être composé de multiples facettes, et puis on a tendance à avoir mis des espèces de scotch noir sur certaines de ces facettes, de la boule à facettes, pour pas les voir parce que c'est pas souhaitable qu'elles brillent, et finalement, voilà, encore en s'interdisant de vivre une partie du spectre, on bloque la lumière pour le reste. Donc voilà, comment apprivoiser son ombre, apprivoiser toutes ces parties qu'on n'a pas envie de voir et que l'autre nous renvoie avec beaucoup d'intelligence de vie comme un miroir. C'est des sujets, moi, qui me tiennent vraiment à cœur, sur lesquels se font une belle partie de l'accompagnement aussi. Donc, ça me paraît vraiment essentiel si on veut dépasser le simple stade de la survie, aller voir vraiment l'entièreté de notre boule à facettes pour la faire briller. Magnifique. J'aime beaucoup cette idée de boule à facettes. Et alors, du coup, on va passer au dernier élément où je me reconnais beaucoup, le feu. L'élément feu. Alors, pour l'élément feu, j'ai abordé les choses un peu différemment. J'ai commencé par la part qui veut s'épanouir. Et donc, le feu, c'est l'énergie de l'action. J'ai commencé par la part qui veut s'épanouir parce que ça me paraît très important pour tous les êtres humains et des discussions que j'ai eues avec les hauts potentiels, encore plus important chez cette partie de la population, c'est la question du sens. Donner un sens à ce que l'on fait.
donner un sens à sa vie. Donc voilà, on parle pas mal de ça. On essaye d'aller chercher en lien avec tout ce qui a pu être mis à jour auparavant pour trouver des sens à donner à son existence. Et puis ensuite, comment on fait très concrètement au quotidien pour s'organiser, pour arriver à mettre tout ce qu'on a vu d'essentiel dans sa vie, réalisé dans le cadre d'une semaine qui sont déjà bien remplies dans la vie quotidienne qu'on peut avoir. Et puis, avec un exercice très pratique, là, pour le coup. Et après, je parle de tous les freins à l'action aussi. Qu'est-ce qui fait que, malgré le sens qu'on donne aux choses, qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action? Donc là, je parle de procrastination et des différentes raisons pour lesquelles on peut procrastiner, donc remettre au lendemain sans arrêt ou d'un coup décider qu'il y a un truc de beaucoup plus important à faire que ce qu'on avait décidé de faire aujourd'hui. Et je parle aussi beaucoup de perfectionnisme qu'on retrouve chez beaucoup de HP. Le perfectionnisme sain qui serait inhérent à la personnalité du HP avec sa capacité à analyser, à observer les détails. Et le perfectionnisme qui serait plus toxique et lui qui serait plutôt hérité du système éducatif dans lequel on a pu grandir. Donc, apprendre à faire la distinction entre les deux avec, là encore, quelques conseils pratiques pour arriver à naviguer parmi tout ça. Et je parle de confiance en soi aussi, je parle d'auto-sabotage. Et qu'est-ce que je traite aussi? Je traite des victoires et des pertes aussi, une manière d'avancer, justement parce que on a parfois tendance à oublier que quand on avance vers un objectif, un sens, c'est quelque chose de très abstrait, c'est comme un horizon au loin, et que chaque fois qu'on fait un pas, l'horizon change, et à force de faire des pas, il change même peut-être de couleur, de paysage, et on a tendance à perdre de vue ce qu'on cherchait au départ, et ne pas reconnaître que sur le chemin, il y a eu des victoires, puis il y a eu des pertes aussi, il peut y avoir eu des échecs, ou même des deuils, deuil d'un projet, deuil d'une personne, qu'elle soit décédée ou qu'elle ait quitté un projet, par exemple, et d'honorer ces temps-là comme quelque chose de sacré. Il ne s'agit pas de faire du religieux ou du spirituel, là, mais juste de reconnaître que ça a été une étape, qu'elle est importante. Et ça permet vraiment de passer à l'étape suivante, un peu délestée de tout ce qui pouvait y avoir avant. Oui, je suis d'accord avec toi. Je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de gens, on est dans une société quand même hyper connectée, où tout va très vite, où on est quand même dans la satisfaction immédiate. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui ne viennent que pour consulter finalement, pour vivre ces rituels de passage et de transition dans un cabinet, parce qu'ils ne s'autorisent pas, ils ne prennent pas le temps de le faire. Et il y a des semaines où je ne fais, alors ça va peut-être faire rire les gens, mais que des deuils dans tous sens, les deuils d'une personnalité, les deuils d'un travail qu'on a eu, de plein de choses. Et je pense que le sens du sacré, effectivement, se perd et que c'est important de remettre du rituel. Et rituel ne veut pas dire religieux, comme tu le dis, c'est très important de le dire, et de se poser pour faire les choses, parce qu'en plus, j'ai remarqué que j'étais au potentiel. Enfin, en tout cas, moi, ça a été hyper fort, même trop fort pendant très longtemps, c'était clore des chapitres, arriver à clore des cycles pour passer à autre chose. Et si je ne le faisais pas bien, eh bien, ça restait et la machine se remettait en marche, etc., etc. Donc, des fois, il suffit juste d'apprendre à mieux clore des chapitres pour passer à autre chose. Ouais. En ce qui concerne les deuils, ça me paraît vraiment important, même dans les transition professionnelle aussi. Accepter que c'est la fin d'un temps et qu'on est en train d'en créer un nouveau. Ça évite de faire une espèce de mélange un peu flou de tout ça qui fait qu'on se retrouve dans quelque chose un peu cacadois. Il y avait du bleu avant, du rouge maintenant, et si tu mélanges tout, voilà, ça fait quelque chose de pas très joli, alors que les deux couleurs en elles-mêmes, elles sont belles, mais une fois mélangées, voilà, ça perd un peu de son éclat. Et c'est valable pour les victoires aussi, parce que perfectionnisme oblige. On peut avoir tendance à dire oui, je l'ai fait, mais enfin, c'était quand même évident. Tout ça, ça vient renforcer la confiance en soi, reconnaître qu'on a passé des étapes, aussi petites soient-elles. C'est important. Ça ne veut pas forcément dire organiser une super fête au champagne toutes les semaines, mais au moins se féliciter de voilà, c'est cool. Moi, à la fin de cette interview, je vais me dire voilà, c'est bien, tu as fait du mieux que tu pouvais, tu étais aussi présente que tu pouvais, bravo. C'est en soi, c'est une victoire, et il n'y a pas de petite victoire. Non, c'est super. Et alors justement, l'élément mystère, le dernier, l'invité mystère de cette interview, quel est ce 5e élément? Alors le 5e élément dont je parle dans le livre, c'est l'essence. L'essence, en un mot. Pardon? En un mot. En un mot, voilà, l'essence. Le soi véritable, la nature profonde, l'âme, on l'appelle comme on veut.
Dans cette partie, il s'agit de parler des talents naturels, de la singularité qu'a chaque être humain. Voilà, d'aller creuser un peu pour savoir quelles sont ces choses qu'on fait naturellement bien, et on les fait tellement naturellement la plupart du temps qu'on ne se rend même pas compte que c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, je propose différents exercices pour aller mettre ça en lumière. Je propose de travailler un peu sur l'intuition, la développer aussi. Et sur toute cette partie, je suis un petit peu moins à l'aise aujourd'hui, je dois avouer, parce que le mouvement, c'est la vie. Et que aussitôt ce livre clos, mon système de pensée a commencé à bouger un peu pour passer plutôt de l'essentialisme, qui était vraiment ce dont je parle dans cette dernière partie, le fait qu'on ait une essence, quelque chose de préexistant à nous, comme si on enlevait les pelures, des couches d'oignons, et qu'au centre, on pouvait trouver un cœur. Puis à force de peler des oignons, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de cœur une fois qu'on enlevait toutes les couches, il n'y a plus rien en fait. Et donc là, je suis en train de bouger de cet essentialisme vers l'existentialisme, mettre beaucoup plus de sens et être beaucoup plus dans l'action plutôt que de se prendre la tête sur des concepts pour arriver à trouver le truc qui nous rend unique, les talents et se rendre différent des autres. J'accorde aujourd'hui beaucoup plus d'importance à ce qui fait notre humanité, ce qui donne du sens à l'existence, que ce qui fait notre essence. Et donc, je suis passée un peu de l'être à l'existence. D'accord, donc, intéressant. Aucune valeur à cette partie qui contient des choses vraiment essentielles pour le coup sur les talents naturels, sur la créativité, parce que c'est beaucoup là-dessus que je travaille aujourd'hui. Et la créativité, c'est pas que la créativité artistique et de faire des magnifiques dessins, c'est aussi oser interpréter les différents personnages et différentes facettes qu'on porte à l'intérieur de nous d'une manière qui nous correspond en ce moment. Donc, je parle de tout ça et puis je parle d'un dernier point qui est celui que tu mentionnais tout à l'heure, la cohérence cardiaque, comme un moyen aussi de se relier à ce champ électromagnétique qu'on a dans le corps. Ça, c'est prouvé scientifiquement, c'est l'organe qui émet le plus grand champ électromagnétique. Donc, quand on arrive vers une personne dans une pièce, qu'on dit « je ne le sens pas », ça serait plutôt avec cette zone-là qu'on serait connecté. Il y a des études qui montrent… Vibration presque. Oui, alors une vibration, onde, c'est difficile de qualifier ça, mais oui, c'est des vibrations parce qu'on parle d'activité électromagnétique, donc il y a une histoire d'onde. Et il y a des études qui ont été montrées, qui ont fait défiler des images plus ou moins heureuses ou malheureuses. Et on s'est rendu compte avec l'étude que le rythme cardiaque, le champ électromagnétique variait une demi-seconde avant que l'image arrive. D'accord. Donc, il y a quelque chose en nous qui avait senti qu'il allait se passer ça. Donc, ma proposition dans ce livre, c'est d'aller travailler sur cette fameuse cohérence cardiaque pour se connecter à ce champ électromagnétique et affiner encore les perceptions. Et là, on n'est plus dans la sensorialité des sens, dans la sensibilité émotionnelle, on commence à rentrer dans la zone de l'extrasensoriel qui me paraît particulièrement utile quand on a cette grande sensibilité, cette finesse d'analyse, de réflexion qui peuvent être vraiment chouettes à développer pour un haut potentiel pour piloter un peu sa vie avec d'autres parties que sa tête parfois. Et alors, pour peut-être aussi illustrer tout ça, peut-être que tu peux nous raconter aussi comment toi, au quotidien, tu utilises ces 5 éléments, ces outils. Est-ce que c'est un bilan que tu fais avec toi-même, je ne sais pas, chaque jour, chaque semaine, en te demandant, mais tiens, est-ce qu'il y a une partie où je me sens déséquilibrée? Justement, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sens? Comment ça se passe pour donner une petite idée aux personnes? Et puis, si tu peux nous donner quelques conseils finaux, déjà pour donner envie d'aller acheter ton livre directement après cette interview, et puis aussi voilà, pour toutes les femmes au potentiel et ou hypersensibles de cette chaîne. Ok. Alors, ça fait beaucoup de questions en une. Je vais essayer de me les rappeler dans l'ordre. Je serai là, de toute façon. Merci. La première, qu'est-ce que je fais moi au quotidien? Déjà, ce que je propose dans ce livre, c'est de mettre en pratique une forme de rituel de connexion régulier, idéalement tous les jours. Moi, j'aime bien que ce soit le matin. Ça permet de donner une tonalité à ma journée quand l'esprit n'est pas encore trop encombré, le corps qui se délie tranquillement. Ça, vraiment, ça m'aide à commencer ma journée.
Maintenant, je suis loin d'être une élève parfaite. J'avoue, je ne le fais pas tous les jours, mais comme on le disait en introduction, un peu et beaucoup, ça fait souvent. Un peu plus souvent, ça fait beaucoup. Donc voilà, j'essaye de le faire régulièrement. Et ces 4 éléments, bon, bah, c'est le cœur de mon activité de travailler sur les pensées, les systèmes de pensée et les mises en action. Donc, j'utilise beaucoup dans mon travail. Mais pour moi, personnellement, j'ai tendance, déjà, il y a certaines choses que j'ai intégrées au niveau de l'alimentation, du sommeil, par exemple. J'ai pas tendance à faire un bilan régulièrement en me disant alors, les MOR, on en est où, 5 sur 10. Par contre, c'est plutôt dans les moments de crise, dans les moments où j'ai perdu l'équilibre, que je suis en train, j'arrive maintenant à prendre un temps de recul, notamment parce que je me suis entraînée à le faire le matin dans mes rituels. C'est quand tout va bien qu'il est utile de s'entraîner, parce que quand on est en phase de crise, c'est pas le moment d'aller méditer, c'est le moment de Exactement. Ils sont là. Donc voilà, pour moi, cette partie rituelle, elle a pour objectif de nous entraîner à être attentifs à ce qui se passe dans le corps, à prendre de la distance, de la hauteur par rapport aux pensées. Et quand la crise arrive, du coup, d'arriver à trouver un moment ou un autre, c'est rarement tout de suite, mais un moment arrive où je commence à pouvoir prendre un peu de recul, dire, OK, bon, là, ça vient d'où? Si j'arrive pas à trouver que c'est trop dans la tête, OK, je redescends dans mon corps. Qu'est-ce que je sens? C'est où? Est-ce que j'ai envie de bouger? Est-ce qu'il y a une émotion? C'est quoi le besoin qui est là derrière? Et puis, parfois, d'aller voir s'il y a un système de pensée qui mériterait de bouger un peu pour éviter de tourner en boucle dans ces émotions qui peuvent être envahissantes quand on n'arrive pas à nourrir le besoin qui est derrière d'une satisfaction. Oui, je trouve aussi intéressant ce que je fais souvent de se dire, tiens, le matin, je me lève et je me demande quelle est ma météo interne, que ce soit au niveau des ressentis, de plein de choses, ou se regarder devant la glace et se dire, voilà, je suis comment aujourd'hui, je ressens quoi, est-ce que j'ai mal quelque part, et de se donner justement une intention par rapport à ça aussi. Tiens, quelle est la personne que j'ai envie d'être aujourd'hui, si je veux exprimer une de mes facettes plus qu'une autre. Souvent, je me donne une intention. Ça peut être, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de, je sais pas, être la personne la plus bienveillante du monde sur certaines choses. Et comme par hasard, les choses se mettent en place avec des actions et des mouvements qui vont dans cette intention. La puissance de l'intention. Oui, et puis ça peut être utile à faire même en différents moments de la journée. Il ne s'agit pas de s'asseoir pendant 20 minutes pour méditer 14 fois par jour, mais juste déjà de prendre un instant et de se dire, là tout de suite, comment je me sens, c'est comment dans mon corps, est-ce qu'il y a des émotions qui sont là, est-ce qu'il y a des pensées qui m'obsèdent un peu, juste pour faire cette météo intérieure dont tu parles. Et déjà, rien que le fait de l'avoir fait, ça a apaisé le système nerveux, ça a fait bouger des choses. Et puis surtout, ça permet d'agir un peu plus en conscience, de ne pas être dicté par les réactions automatiques et inconscientes qu'on peut avoir et qui rythment l'essentiel de nos journées. Finalement, on recycle 90% de nos pensées de la veille. Donc, c'est énorme. C'est complètement dirigé par notre inconscient qui dirige aussi tout notre pilote automatique. Donc, c'est important de savoir comment mettre une petite graine là-dedans. On ne peut pas changer toute la partie immergée de l'iceberg, mais on peut quand même en remodeler point par point. Et puis, encore une fois, si on le fait un peu, mais qu'on le fait souvent, à la fin, on a vraiment remodelé une personne dans le sens dans lequel elle a envie de se remodeler. Et puis, tout peut bouger. C'est ça que je trouve génial, c'est que c'est permanent. C'est pour ça que je m'autorise à dire qu'il y a une partie du livre avec laquelle je suis plus complètement en accord aujourd'hui. Ce que je trouve génial. Ce système évolue et que c'est un processus continu et que ce livre, j'ai mis du temps à le maturer et que je me suis rendu compte même en cours d'écriture qu'il y a des choses qui bougeaient encore. Et alors la perfectionniste en moi a hurlé en disant mais c'est pas possible, je ne veux pas sortir ce livre, il n'est pas fini. Et quand je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture, mon système de pensée évoluait aussi, je me suis dit à un moment il faut mettre un point final. Et puis, tu en écriras un autre quand ce système de pensée sera abouti. Donc, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec le droit d'auteur pour les écrivains, que j'ai aussi écrit dans une phase c'est une phase de transition. Je suis en train de passer à autre chose. Donc, voilà déjà ce que je lègue de tout ce que j'ai pris de cette période. Et je trouve ça chouette. Déjà, moi, je me remercie de m'autoriser à le faire parce que j'ai beaucoup hésité avant cette interview à dire je le prends comment. Et c'est la réalité pour moi aujourd'hui, elle est comme ça. Et je pense que si je m'autorise, moi, à bouger, à faire évoluer mon système de pensée, ça va aider d'autres personnes aussi à s'autoriser à le faire. Donc, je le fais le cœur et le corps léger.
Bah, moi, ça m'inspire beaucoup. Hein. Tu sais aussi, quand j'ai commencé cette chaîne, il y a voilà, 1 an et demi, je me suis dit, mais si je ne suis plus en accord avec les vidéos d'il y a 1 an et demi, comment je vais faire? Et puis, au fur et à mesure, les gens ont bien vu que ça évoluait, que ma pensée évoluait, que les informations sur le sujet n'arrêtent pas d'évoluer. Donc, c'est normal. Et on peut même avoir beaucoup même de compassion et d'amour pour la personne qu'on était il y a 1 an et demi. Quand je regarde encore certaines vidéos, je me dis, ah, c'était chouette. Donc, je trouve ça magnifique. Et effectivement, je pense que ça peut donner beaucoup de permissions et beaucoup d'autorisation à toutes les femmes qui nous regardent. Il n'y a pas de bon moment pour commencer quelque chose, pour arrêter. Et le haut potentiel a tendance à être très perfectionniste, très, très exigeant. Je me rappelle aussi une formation en ligne que j'ai fait, comme j'ai mis 6 mois à la faire. Eh bien, au bout de 6 mois, évidemment, ce que j'avais fait 6 mois avant, je me disais, mais c'est plus valable. Mais on est comme ça. Donc, je trouve ça génial que tu en parles ouvertement et honnêtement. Et puis, peut-être un petit mot de la fin voilà, pour rassurer toutes ces femmes, peut-être qu'il n'y a pas une harmonie parfaite, il n'y a pas une harmonie absolue à atteindre, que c'est mouvant, que ça change. Ça va rejoindre ce qu'on vient de dire et ton travail et le mien, qui est beaucoup, souvent, en tout cas pour les personnes que j'accompagne, une quête identitaire, existentielle, à travers le prisme du travail, parce que moi, je suis coach professionnel, j'accompagne dans le domaine professionnel, surtout les indépendants, où du coup, leur activité doit avoir un sens tout particulier pour eux. Et le fait que cet équilibre, cette harmonie dont on parle beaucoup en développement personnel ou même dont je peux parler dans le livre, ça reste quelque chose, ça reste un idéal, ça reste une idée qui, par définition, ne peut pas vraiment être atteinte de manière perpétuelle. Donc, déjà, s'il y a des instants de vie où ça vous arrive, savourez-les, parce que c'est un instant d'harmonie, de bien-être. Et le reste du temps, on est des êtres en évolution perpétuelle. Notre identité n'est qu'un construit. Elle bouge en permanence. Donc, autorisez-vous à être ce que vous êtes aujourd'hui et à jouer les personnages que vous avez envie de jouer dans votre vie. En particulier dans la vie professionnelle, c'est des postures professionnelles. On n'est pas obligé d'être la même personne dans sa vie pro et dans sa vie perso. Et on a le droit de faire évoluer les deux en fonction de l'évolution de ce qu'on vit, de ce qu'on apprend, de ce qu'on traverse, de ce qu'on fait évoluer. Et de ne pas se lancer dans une quête inachevable de soi. Parce que à force d'être dans l'être et de se chercher soi-même, on oublie d'être dans l'existence et de vivre la vie humaine, d'être humain qu'on a avec ses hauts, ses bas, ses joies, ses peines, ses colères. Tout ça, ça fait partie de la vie. Et c'est un peu là-dessus que le livre se termine. Je parle de danse subtile avec la vie qui nous traverse, parce qu'on n'est jamais que ça, en fait, un vecteur de cette force de vie assez inexplicable qui nous traverse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner du sens à l'existence qui nous a été offerte? C'est la question que je vous invite à vous poser et à faire évoluer au fil du temps. Il n'y a pas une bonne réponse, elle va bouger, c'est sûr. Merci beaucoup, Marjorie. Donc, à méditer. Et puis, je remontre encore une dernière fois la couverture de ton livre qui est très jolie. On ne le voit peut-être pas, mais si on voit un petit peu avec la lumière, mais c'est un joli zébré. Donc, c'est magnifique. Merci beaucoup de ton temps de partage. Moi, j'ai vraiment adoré ce livre et adoré les 4 éléments. Et je recommande fortement de l'acheter et puis peut-être de profiter de cet été pour pratiquer des nouvelles choses, mettre en place une routine, des nouveaux rituels. Les vacances, c'est toujours génial pour ça. Et commencer la rentrée sous de bons auspices. Merci encore, Marjorie. Merci à toi, Sandrine, pour ton Merci. À bientôt. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!